Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui j'ai prévu de vous faire une petite vidéo sur la médecine, puisque ça fait quand même plus d'un an et demi qu'on est dans une pandémie, donc je pense qu'il est temps de faire le point et de rappeler un peu les bases de ce qu'est la médecine. Je vais vous parler aujourd'hui de microbes, de virus, tests PCR, et toutes ces choses-là qui concernent... dont on entend beaucoup parler encore actuellement avec des idées fausses. Alors, pour commencer, je vais vous rappeler ce qu'on appelle médecine. Donc, par définition, la médecine, c'est la science qui a pour objet l'étude, le traitement, la prévention des maladies. C'est l'art de mettre, de maintenir ou de rétablir un être vivant dans les meilleures conditions de santé. Alors, on dit que le père de la médecine est Hippocrate. Souvent, ce qu'on appelle médecine actuellement, c'est la médecine, assimilée à la médecine moderne. Donc, c'est basé sur la prise de médicaments, diverses méthodes de chirurgie. Mais donc, la médecine existe depuis très longtemps, évidemment. Il y a de nombreux autres types de médecine, par exemple l'homéopathie, l'acupuncture, naturopathie, la phytothérapie ou même le yoga. Un jour aussi je parlerai, alors ce qui est prévu c'est que je fasse plusieurs vidéos sur ce thème de médecine. Aujourd'hui ça va concerner principalement des généralités sur la santé, la maladie. Je ferai une prochaine vidéo spécifiquement sur la thérapie par les ondes. J'en ferai une troisième sur la médecine, disons, la guérison ou la médecine par la conscience, donc que ce soit par hypnose, par effet de la conscience du patient lui-même ou de praticiens tels que des guérisseurs. Alors déjà, avant de commencer, on estime généralement que la médecine c'est une pratique qui est réservée aux médecins. Donc pourquoi je me permets d'en parler, sachant que je ne suis pas médecin. Il faut savoir que déjà la médecine moderne, c'est principalement, j'ai dit, une science de médicaments. Un médicament, c'est une molécule spécifique qu'on appelle un principe actif. Il peut y en avoir plusieurs dans un médicament. Et associé à un substrat qui est supposé inactif. Donc déjà, la médecine elle est basée sur des concepts tels que le matérialisme, la localisation des phénomènes, l'information. On verra aussi sur le néo-darwinisme et l'information génétique. Et on sait que grâce aux avancées de la science et notamment de la physique quantique, ces hypothèses et ces principes sont faux. Donc la matière, on sait que c'est une projection d'autre chose de plus fondamental, qui est l'information. Je vous cite Olivier Costa de Brogard. Ce n'est pas la représentation qui émane du réel, mais c'est plutôt le réel qui émane d'une représentation. Donc ça c'est vraiment la vision actuelle aussi de la physique quantique. On sait aussi que l'information elle est partagée de façon non locale. On sait aussi que les modifications génétiques ne sont pas aléatoires, mais elles dépendent du milieu et de la finalité, et qu'il n'existe pas de sélection faite a posteriori. Donc j'ai envie de dire, si seuls les médecins peuvent parler de médecine, il faudrait que les médecins soient aussi des physiciens, des biologistes, des chimistes, et des spécialistes de l'information non locale et de nombreuses autres choses. Donc je pense que chacun peut se faire son idée et argumenter sur ce domaine qui nous concerne tous, la santé, on est tous concernés. Et je pense que la physique a quand même pas mal à dire sur ce sujet. Donc, comme vous le savez, c'est plutôt mon domaine à moi. Donc voilà, sachant que actuellement la médecine qui est pratiquée par les laboratoires, l'industrie du médicament ne correspond plus aux postulats vérifiés de la science, il est peut-être temps aussi d'en discuter et de remettre en question toutes ces choses.
Je vais faire quelques petits rappels divers, je vais aborder divers sujets aujourd'hui. Alors un organisme vivant, déjà c'est quoi? J'en avais parlé dans ma vidéo sur l'eau. On dit souvent qu'on est constitué à 60-70% d'eau. Ça c'est la proportion en termes de masse. On peut aussi dire qu'on est constitué de 99% de molécules d'eau et 1% d'autres molécules. Et on est donc par définition de l'eau impure. Sachant qu'aussi ces visions sont encore matérialistes, la masse et le nombre de molécules, ça reste des visions un peu désuètes par rapport à la physique quantique. On sait que désormais il faut plus s'intéresser à l'information, aux vibrations et à l'énergie. Et sachant que l'eau, sachant que plus une molécule est légère et plus elle va avoir tendance à vibrer fort, ça veut dire que la molécule d'eau étant légère par rapport aux autres qui forment notre corps, c'est elle en termes de vibration qui domine. En termes d'information, on peut considérer aussi qu'on est de l'eau informée. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas ces sujets, je vous invite à regarder ma vidéo qui est dans mon article, là, l'eau et ses secrets, où je parle de mémoire de l'eau notamment. Alors, comme on parlait de la pandémie qui nous touche actuellement, on parle beaucoup de tests PCR, on a beaucoup parlé de tests PCR depuis un an. Ils sont encore l'indicateur utilisé pour identifier le nombre de cas. Alors il faut savoir qu'au départ c'était pas un test mais une méthode, c'est-à-dire que ça permettait de caractériser, de détecter un certain type de molécules. Donc la méthode PCR qui est Polymerase Chain Reaction, donc la réaction en chaîne de polymérase, c'est une technique d'amplification d'ADN in vitro. Ça permet d'obtenir un très grand nombre de copies d'une séquence d'ADN choisie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va détecter une séquence d'ADN spécifique et on va la multiplier pour amplifier, on va amplifier son signal et sa quantité pour être capable de la détecter et de dire si elle était présente dans un certain échantillon. Donc concernant un certain virus, la première chose, ça veut dire qu'il faut parvenir à isoler le virus, c'est-à-dire détecter, identifier un certain type de gène qui est contenu dans un certain virus et qu'on suppose qu'il n'est pas contenu dans d'autres virus ou dans la personne elle-même. Donc déjà ça pose certaines questions puisque certains disent que le virus SARS-CoV-2 n'est pas identifié actuellement. Sans entrer dans les détails de ça, c'est... Alors je vous ai mis des divers liens sur les tests PCR avec des comptes rendus, des études sur ce qu'on appelle le nombre de cycles. Parce qu'il faut savoir que comme on amplifie une certaine séquence, on va l'amplifier jusqu'à un certain nombre par un certain nombre de cycles qui permettent, plus on fait des cycles, plus on a des chances de le détecter. Mais il faut savoir aussi que plus on fait un nombre de cycles, et plus on obtient des résultats positifs, c'est-à-dire détection de ce type de morceaux d'ADN alors qu'il n'était pas présent initialement dans l'échantillon. Alors on a vu par diverses études que si on dépassait un nombre de cycles de 30, on obtenait plus de faux positifs que de résultats corrects qui correspondent à une véritable détection. Il faut savoir qu'en France, le nombre de cycles était en général de 40. Donc on obtient un grand nombre de faux positifs. Alors actuellement, on identifie ce nombre de tests positifs à ce qu'on appelle un nombre de cas. C'est-à-dire on dit que le nombre de résultats positifs cumulés obtenus par des tests PCR correspondrait à un nombre de cas de maladie. Alors déjà, ça pose la question
de savoir ce qu'est un cas de maladie, c'est-à-dire est-ce que si on a un certain brin d'ADN détecté dans notre corps, est-ce que ça veut dire qu'on est malade? Est-ce que ça veut dire qu'on a ce virus? Est-ce que ça veut dire qu'on est guéri, qu'on est en phase de... enfin en train de tomber malade? Toutes ces questions ne sont pas encore résolues actuellement. Il y a aussi le problème du cumul des tests. On a vu que chaque test PCR est compté. Donc si une personne va en faire 100, eh ben, on considère que c'est 100 cas. Donc voilà, des petits rappels sur les tests PCR. Je vais pas aller plus loin, mais il faut pas oublier que ça signifie pas... c'est pas équivalent à un nombre de personnes qui sont malades à un moment donné. Une autre remarque aussi, c'est que ces tests PCR ont été principalement effectués avec des écouvillons qu'on mettait dans le nez. Et ça, ils ont été profondément enfoncés dans le nez donc, pour atteindre pratiquement la barrière céphalo-rachidienne. Alors que, initialement, enfin il y a quelques années, c'était inséré juste dans la narine. Donc à quelques centimètres, alors que maintenant on l'insère à plus de 10 centimètres. Alors un autre point aussi qui nous concerne, qui a été beaucoup débattu, c'est l'histoire des masques chirurgicaux, masques en tissu, le port du masque en intérieur, en extérieur. Il y a de nombreuses études qui ont été effectuées pendant 50 ans, donc depuis les années 70, sur l'efficacité des types de masques chirurgicaux en milieu hospitalier. Elles ont toutes montré jusqu'en 2020 qu'il n'y avait pas d'effet bénéfique notable et que, au contraire, le nombre d'infections était supérieur quand des masques étaient utilisés. Donc, je vous cite par exemple une étude, je crois, qui est de 91 par Tunnell, qui est donc c'est une équipe chirurgicale qui n'a porté aucun masque pendant 2 ans dans la moitié de ses opérations. C'était de la chirurgie cardiaque, il me semble. Donc après 1537 opérations réalisées avec des masques, le taux d'infection des plaies était de 4,7% chez les patients opérés. Tandis qu'après 1551 opérations réalisées sans masque, le taux d'infection des plaies était de 3,5%. Donc le fait de porter des masques par une équipe chirurgicale augmente de 1,2% le taux d'infection chez les patients. Alors là on parle du patient, donc qui lui ne portait pas de masque. Donc 1,2% ça paraît pas énorme, mais sachant que sans masque le taux est de 3,5%, donc c'est pratiquement une augmentation de, on va dire, un tiers. Mais donc je vous ai mis un document où il y a de nombreuses études sur les ports du masque. Il y en a d'autres qui ont été faites depuis 2020 sur un environnement réel. Donc les 20 États américains, par exemple, qui n'ont pas ordonné aux gens de porter un masque à l'extérieur et à l'intérieur, ont des taux de mortalité qui sont nettement inférieurs à ceux des 30 États qui ont rendu le masque obligatoire. Donc la plupart des États sans masque ont un taux de mortalité qui est inférieur à 20 pour 100 000 habitants et aucun taux de mortalité supérieur à 55. Alors que les 13 États qui ont un taux de mortalité supérieur à 55, c'est les États qui ont imposé le port du masque dans tous les lieux publics. Des autres études de grandeur nature, qui ne sont pas vraiment des études, mais finalement des observations qui peuvent être faites, c'est que lors des grippes comme A-H1N1 il y a quelques années, le taux de mortalité a été supérieur dans les pays asiatiques qu'on prend généralement comme exemple comme exemple de port du masque habituel. Et ça prouve bien que globalement il n'y a pas d'effet notable même sur la population. Donc sachant que les études qui sont réalisées en milieu hospitalier, elles sont faites avec des conditions très particulières, c'est-à-dire que tout est stérile, il y a une aération particulière, la façon de mettre le masque est particulière, la durée aussi est très courte, donc jamais plus que la durée de l'opération.
Donc si vous avez des doutes, hein, je vous invite à regarder ça par curiosité, mais je pense que maintenant chacun est convaincu que de toute façon un masque n'a aucun effet positif sur une maladie. D'ailleurs, il faut savoir que la réutilisation du masque peut être très nocive puisque ça sert de filtre. Donc tout ce qui est staphylocoque, n'importe quel germe, champignon va se développer sur le masque, et d'autant plus avec l'humidité qui est liée à la respiration. Alors, parlons un peu de microbes, de virus et de bactéries. Un microbe, je vous donne une définition. Donc un microbe, c'est un organisme microscopique vivant ou potentiellement vivant. Pour vivre et se développer, il a besoin d'un milieu organique favorable à son développement. Donc le microbe, on considère qu'il ne c'est pas quelque chose qui peut se développer et continuer de vivre dans un milieu stérile. Les bactéries, c'est des petits organismes microscopiques d'une taille inférieure à 500 microns, visibles seulement au microscope optique. Alors c'est constitué d'une seule cellule et elles vivent en colonie. Cette cellule elle est faite d'une paroi protectrice qui entoure un noyau percé d'orifices et qui contient un chromosome unique, qui constitue donc tout son matériel génétique. Le virus, c'est beaucoup plus petit que la bactérie. On dit que c'est des organismes ultramicroscopiques qui sont inférieurs au dixième de micron. Et ils sont seulement visibles au microscope électronique. Et un virus, ça peut vivre uniquement, vivre et se multiplier uniquement en parasitant une cellule vivante. Donc il faut que ça ça entre dans une cellule et ça va partager ensuite on va dire que c'est pas assez complexe pour fonctionner tout seul comme une cellule. De manière générale, on va dire que les bactéries et les virus sont des microbes. Alors une chose importante dont on n'a pas beaucoup parlé aussi, dont les médias n'ont pas beaucoup parlé pendant cet épisode qu'on appelle pandémie ou épidémie, c'est le terrain. Donc on appelle ce qu'on appelle le terrain finalement, c'est l'état de l'organisme à un moment donné. Alors pour Béchamp, c'était la maladie qui active le microbe. Il faut savoir que la vision actuelle, elle confirme la vision de Béchamp et que Pasteur lui-même avait déclaré que Béchamp avait raison. Le conflit à l'origine de la maladie est antérieur à toute infection. Le système immunitaire va moduler le travail des microbes en phase de guérison afin de restaurer ce que nous nommons terrain. Quant à la contagion, elle est ce que nous pouvons considérer comme un processus infantile d'imitation. Ça c'est Rudolf Steiner. Elle ne concerne que les êtres ayant une vulnérabilité commune, les mêmes carences, les mêmes conflits, les mêmes peurs, sinon une personne n'aurait jamais survécu à une épidémie. Donc, ce que si je voulais dire Béchamp et ce qu'on a montré plus tard, c'est qu'il n'y a pas de réaction qui est commune à tous les organismes en contact avec un certain virus ou une certaine bactérie. Je détaillerai en cours de route, puisque de toute façon tout ce que je suis en train d'expliquer permet d'avoir une vision globale du fonctionnement de la maladie, de la guérison, de ce qu'on appelle virus, vaccin, médicaments. Alors pour mieux comprendre, il faut parler du monomorphisme ou du polymorphisme microbien. Le monomorphisme microbien, c'est d'affirmer qu'un type de microbe ne peut pas se changer en un autre. Ça veut dire qu'un staphylocoque, par exemple, ne pourrait pas devenir autre chose tel qu'un champignon ou un virus ou une bactérie. A l'inverse, le polymorphisme, c'est de dire qu'il est illusoire de distinguer les virus d'une bactérie, puisque l'un peut devenir ou provoquer l'autre. Et on sait maintenant que cette vision est correcte. Je vous invite par exemple à voir les travaux de Tissot à ce niveau-là. Le monomorphisme microbien, donc, qui est encore répandu comme idée,
et surtout dans la pratique, puisque on en déduit que par exemple à chaque maladie un vaccin, ou à chaque médicament à chaque maladie son médicament. Alors l'endogénèse microbienne, ça décrit l'apparition spontanée de micro-organismes à partir de structures internes de cellules saines ou en souffrance. C'est la négation de la panspermie et de l'asepsie des êtres vivants dans ce qu'ils ont d'absolu et de définitif. Et effectivement, nous verrons que la biologie moderne a pulvérisé les cloisonnements entre virus et gènes par la découverte de gènes vagabonds, donc ce qui s'appelle des transposons, et la troublante analogie entre les rétrovirus et les rétrotransposons. Et donc l'activation et l'amplification du microbe n'est alors plus la cause mais la conséquence du déséquilibre. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, c'est ce que disait aussi Béchamp. Et donc il faut désormais chercher l'origine ailleurs. Si la santé reste encore à définir, la maladie est à redéfinir d'urgence, de même que la notion de guérison. Donc Tissot, lui, il a étudié, il a décrit et photographié le polymorphisme microbien. Lorsque les conditions environnementales perturbent la physiologie cellulaire, la transformation réversible de virus, donc de bactéries en champignons, de virus en bactéries ou en champignons, et donc comme c'est des transformations réversibles, ça peut se passer dans tous les sens. Et donc elle devient possible, et ce sont des formes issues de flore symbiote ou de certains organites. Alors on parle aussi beaucoup encore de mutation de virus en disant que... Alors on parle même plus de mutants puisque le terme a été un peu évacué des médias. On parle de variants. Pas trop compris la différence. C'est des mutants moins différents. La mutation, c'est quelque chose qui est basé sur le néo-darwinisme. On pense qu'il existe des mutations aléatoires, une sélection, et on sait que c'est considéré actuellement comme invalide. Donc je vais vous citer quelques personnes. Pour qu'un pas évolutif se produise, un nombre incalculable de gènes doivent changer au hasard, mais en même temps et dans le même sens. Donc de Hansueli-Hetter. L'invraisemblance à ce qu'un organisme puisse se former au hasard dans le sens d'une meilleure adaptation à de nouveaux rapports écologiques tend ainsi vers un ordre de grandeur qui dépasse de très loin toute mesure possible et plausible. Donc ça, c'est ce qu'avait dit Wolfgang Pauli, donc un physicien, donc un prix Nobel en physique quantique. L'évolution de la vie sur Terre n'a pas compté sur des mutations aléatoires, pas plus qu'elle n'a besoin d'apporter des organismes ou proto-organismes d'autres endroits du système solaire, comme l'avancent les théories de la transplantation biologique, en ce qui touche les origines de la vie. Au lieu de cela, la soupe chimique qui donna naissance aux premiers proto-organismes fut informée par les vestiges de vie extraterrestre transmis par le champ As. La vie sur Terre a été transplantée non pas biologiquement, mais par l'information. Donc là, c'est de Erwin Laszlo, qui lui... a élaboré un peu une théorie qu'il appelle les champs akashiques, qui est assez similaire à la théorie des champs morphiques de Sheldrake, et qui sont des théories qui sont vérifiées actuellement par la physique quantique. Donc ce qu'elles disent, ces théories, c'est que l'information n'est pas locale, et que c'est au niveau de l'information que se situent les modifications génétiques qui sont ensuite répercutées au niveau de la matière. J'ai écrit plusieurs articles sur ce sujet, sur le néo-darwinisme, sur la vie et sur l'ADN. Alors on entend encore actuellement beaucoup parler de choses comme de la virulence d'un virus. D'ailleurs, j'ai pas vérifié, mais est-ce que c'est pas la même étymologie, virus, virulence? Et on dit qu'elle diminuerait avec le temps, donc au départ, le virus, il est plus agressif, plus dangereux, plus méchant, donc il y a au départ tous les morts, et ensuite, c'est lui qui s'affaiblirait, et donc la maladie deviendrait moins dangereuse pour les autres humains.
En fait, ça, dans la réalité, c'est plutôt que les effets d'un virus diminuent avec le temps, tout simplement parce que d'abord, les premières personnes touchées et qui vont subir les effets, c'est celles qui vont avoir le terrain le plus propice à développer la maladie. Et ensuite, parce que l'information est partagée entre les humains. Donc l'information, on parle souvent aussi de système immunitaire, mais faut savoir que comme je le répète souvent, cette information du système immunitaire, quelle qu'elle soit, elle est partagée entre les différents individus. Et même entre les espèces. Il n'y a pas d'information qui reste cloisonnée comme ça à un individu ou à une seule espèce. Donc il faut un peu évacuer cette idée de virulence intrinsèque du virus. C'est vraiment plutôt l'effet de la réaction des organismes à un certain type de nouveauté, on va dire. Alors parlons un peu des vaccins aussi. Par définition, un vaccin, c'est une substance d'origine microbienne, donc par exemple des microbes vivants atténués ou tués, ou des substances solubles qui, administrées à un individu ou à un animal, lui confèrent l'immunité à l'égard de l'infection déterminée par les microbes dont elle provient parfois à l'égard d'autres infections. Il faut savoir qu'à ce jour, il y a un seul exemple de vrai succès d'un vaccin utilisant un virus affaibli, c'est la variole. Elle est considérée comme éradiquée, je crois, depuis les années 80 ou 90. Même si parler d'une maladie éradiquée, ça n'a plus vraiment de sens. C'est uniquement si on se limite à la théorie du néo-darwinisme. Parce qu'on sait que l'information ne disparaît pas, même s'il n'y a plus aucun individu qui possède un certain type de gène, par exemple. Je vous invite aussi, par exemple, à rechercher ce qu'on appelle l'effet Lazare, qui est la création d'espèces qui sont considérées comme disparues. Le plus grand succès d'un vaccin, ça a été obtenu en 1870. En fait, c'était le prêtre et médecin Collet qui devait faire face à une épidémie de variole, mais il disposait que d'une infime dose de son vaccin, on va dire d'un prélèvement de la vaccine, de la variole atténuée. Et donc il a procédé à une dilution infinitésimale du vaccin. Et les malades ont été guéris sans aucune contagion après le 5e jour de la prise par tout le monde. Et en fait, ce grand succès des vaccins, c'était une vraie preuve de l'efficacité de l'homéopathie. Alors on a vite oublié ce succès puisque c'était en 1870 et que juste après, on a encensé le fameux Louis Pasteur sur lequel repose toute la médecine actuelle des médicaments et des vaccins. Alors le principe du vaccin, comme on le voit, c'est basé sur le principe que le polymorphisme microbien n'existe pas. Donc ça, on sait que c'est faux puisque c'est ce qu'a montré Tissot. Et ça tient pas compte aussi des différences de terrain, différences individuelles, et ça se base uniquement sur des effets statistiques. Donc on se permet par exemple par une supposée efficacité sur un échantillon de vacciner toute une population sans prendre en compte les différences. Ce qui fait que des personnes qui ne sont a priori pas susceptibles d'attraper une certaine maladie, puisqu'ils ont un terrain qui ne permettrait pas le développement de ces microbes, elles vont être aussi vaccinées et ces personnes, ça n'a aucun effet bénéfique pour elles. Et au contraire, ça leur donne des risques de subir les effets qu'on appelle effets secondaires ou effets indésirables. Donc certains en général très graves, la paralysie ou la mort. C'est que Pasteur ignorait toute la nature et la biologie des virus, comme celui de la rage qu'il inoculait pourtant à travers la peau des enfants sans tenir compte de leur sensibilité individuelle.
Selon Debré, beaucoup de virus ont un mécanisme d'action qui échappe encore à toute tentative, enfin à nos tentatives de caractérisation. Les véritables fonctions des virus sont totalement ignorées et pourtant on continue et des vaccins et on continue de les injecter bien vivants à des nouveau-nés, à des femmes enceintes, des individus immunodéprimés. Et la prétendue inactivation ne signifie pas grand-chose au niveau du virus, sinon de manière très transitoire. L'inactivation du virus, c'est un procédé qu'on effectue donc in vitro. On va par exemple mettre un virus dans un environnement qui ne favorise pas son développement, qui l'affaiblit. Et ensuite, en observant qu'il a l'air d'être plus faible ou modifié, on va l'injecter. Mais ce qu'on a observé, c'est que une fois remis dans un organisme, eh ben, il peut se réactiver. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'inactivation, elle peut être montrée que de manière transitoire. Donc on considère que la vaccination et la transgénèse font partie de ces techniques qui sont appliquées encore sans aucun fondement théorique solide. Alors il faut savoir aussi que ce qu'on appelle le vaccin actuel contre Covid, c'est pas un virus atténué, hein, c'est de la RNM qui est supposé donc effectuer on va dire, sans entrer dans les détails, hein, des opérations sur l'ADN dans l'organisme. Et donc c'est une thérapie génique qui est encore en phase d'expérimentation et qui n'a jamais encore été effectuée sur des individus. Donc on ne connaît pas les effets à long terme. Et tout ça, c'est sans parler donc des adjuvants dans les vaccins, c'est-à-dire que par exemple le graphène, l'aluminium, ou tout ce qui est là finalement pour... alors l'objectif de la présence de ces choses-là, ça peut être différent. On va dire que ça a différents objectifs. Ça va être à la fois pour servir à atténuer le virus, donc c'est-à-dire ça sert d'environnement qui lui permet pas de se développer, qui le maintient faible. Mais une fois dans l'organisme, ça aurait le même effet sur les cellules humaines. Donc un vaccin, c'est un cas particulier de médicament qui est supposé avoir des effets sur le système immunitaire à long terme. Donc, comme je le disais tout à l'heure, un médicament c'est composé d'une ou plusieurs molécules actives ainsi qu'un substrat qui est supposé inactif. Quand on fait des études sur des médicaments, généralement on ne tient pas compte du terrain particulier de chaque organisme. Donc on estime que si il agit statistiquement d'une certaine façon contre une maladie, alors il est efficace. Alors d'ailleurs, concernant les études qui sont faites sur les médicaments ou les vaccins, on procède actuellement à ce qu'on appelle des études en double aveugle. C'est-à-dire que le patient qui va prendre le médicament, on va séparer un certain nombre de patients tests en plusieurs groupes. Il y a un groupe qui va prendre le médicament et un autre groupe qui va prendre un faux médicament, donc quelque chose qui est supposé ne pas avoir d'effet, qu'on appelle placebo. Donc comme le patient ne sait pas ce que c'est l'étude en aveugle. Et l'étude en double aveugle, c'est quand le médecin lui-même qui remet le médicament au patient ne sait pas lui non plus si c'est un placebo ou si c'est le médicament. Alors, de façon théorique, cette expérimentation en double aveugle, elle paraît objective, mais déjà elle ne permet pas tous les types d'expérimentation. Par exemple, on ne peut pas faire de l'acupuncture en double aveugle. Donc elle peut s'appliquer uniquement à un certain type de médecine. Elle met aussi de côté tous les effets
positif, on va dire, de la conscience sur la guérison. Par exemple, on pourrait imaginer aussi d'autres types d'études qui sont plutôt, sont plus pratiques, c'est-à-dire étudier grandeur nature, comparer par exemple des patients qui vont aller voir un certain type de médecin pour pouvoir comparer par exemple l'acupuncture ou l'ostéopathie ou n'importe quoi d'autre par rapport à l'utilisation d'un médicament. Ça tient pas compte aussi du fait que les effets des médicaments aient des effets secondaires. Y a un effet placebo et nocebo qui parfois survient même même en double aveugle. Par exemple, les effets secondaires de certains médicaments, on a montré que y a les groupes placebo qui les avaient parce qu'ils croyaient prendre le vrai médicament et que ce médicament était déjà connu et que les effets secondaires étaient connus. Donc, je vous invite à lire par exemple Sheldrake dans Réenchanter la science qui détaille toutes ces études. Donc ça veut dire aussi que à certaines époques, si on fait une étude sur un médicament qui n'est pas encore sorti, on va avoir un certain effet, un certain résultat pour son efficacité. Si on le fait plus tard avec une population qui connaît ses effets, les résultats vont être différents. Ils peuvent être positifs ou négatifs. C'est-à-dire que si on a montré ou si on a dit dans les médias qu'il y avait un taux de guérison miraculeux, même dans le groupe placebo ensuite, les résultats vont augmenter. Donc on peut dire que c'est pas vraiment la méthode ultime objective qui permet de déterminer l'efficacité d'une molécule en particulier. Contrairement à ce qui est souvent répété, puisque c'est vraiment le type d'expérimentation qui favorise les ventes de médicaments. Rappelons aussi ce que c'est qu'un diagnostic, la cause et symptômes. Faire un diagnostic, c'est caractériser l'état de l'organisme. Donc on va plutôt généralement caractériser la conséquence, qui est parfois une simple information, et non la cause. Et encore moins souvent la conduite à adopter. Donc par exemple, si on fait le diagnostic d'un bras cassé, effectivement l'effet physique observé, c'est bien une fracture de l'os. Les symptômes sont la fracture et la douleur. Donc la douleur, c'est une information. Et la plupart des médecins, par exemple quand on est malade, qu'on a une grippe, qu'on a un rhume, ou à peu près n'importe quelle maladie hivernale, ils vont donner des médicaments qui réduisent les symptômes. Mais quand on a de la fièvre ou une douleur, c'est évidemment pas la cause du problème. C'est un indicateur de la réponse de l'organisme. Par exemple, on sait que la température idéale de multiplication des microbes, c'est de 37 degrés. C'est la même température que le métabolisme des cellules humaines. Alors que la température idéale pour la réponse du système immunitaire est plus élevée, c'est vers 39 degrés. C'est-à-dire qu'on a un système immunitaire qui a été spécialement conçu pour être plus efficace à une température plus élevée que le fonctionnement normal de notre corps. Donc si on a de la fièvre, c'est pas à cause du virus ou de notre maladie, c'est vraiment notre système immunitaire, c'est notre corps qui augmente sa température pour que le système immunitaire soit plus efficace. Donc si on fait baisser la fièvre, on va favoriser le développement des agents pathogènes et on va réduire l'efficacité du système immunitaire. Donc on a beaucoup entendu aussi, prends du paracétamol et reste chez toi, et notamment pour le Covid, alors que
ça favorise pas du tout la guérison, au contraire, ça fait simplement oublier la maladie, mais ça va faire durer plus longtemps l'état de maladie et potentiellement provoquer une réponse immunitaire plus faible qui peut être dangereuse. Donc j'ai encore entendu quelqu'un qui me parlait de ça récemment, c'est vraiment à éviter. Si la douleur est pas trop forte et que vous êtes malade, c'est pas la peine de prendre du paracétamol ou des médicaments qui vont vous atténuer une douleur. Alors concernant l'expérimentation en double aveugle, je vous invite aussi à voir notamment l'effet placebo et nocebo, excusez-moi, où on voit des effets assez incroyables, qu'ils soient dans un sens ou dans l'autre, hein, bénéfiques ou négatifs, liés à la conscience, à ce qu'on va dire aux patients. Alors voilà, je vous ai mis pas mal de références si vous voulez aller plus loin, après sur les généralités sur la médecine. J'en ai mis beaucoup sur l'histoire des vaccins et des découvertes de Pasteur, qui sont en fait pour la plupart des découvertes d'autres personnes qui ont été faites avant ou qui étaient des concurrents de Pasteur ou des assistants de Pasteur. La plupart des citations que j'ai données sans dire d'où elles venaient, proviennent du livre Pour en finir avec Pasteur, un siècle de mystification scientifique, donc qui a été écrit par le docteur Hansley. C'est pas un bouquin qui a été écrit en réponse à l'actualité, hein. Sa première édition c'était en 98. Et ensuite la 4e édition en 2010. Je vous ai parlé aussi de Réenchanter la science de Rupert Sheldrake, donc qui parle à la fois des champs morphiques, de pas mal de choses intéressantes dans la science en général, mais aussi sur la médecine. Je vous ai mis des références sur les tests PCR. Je vais vous montrer aussi un petit graphique qui est, donc ça c'est les chiffres officiels, hein, worldometers.info sur le coronavirus. Donc vous pouvez voir ici, c'est ce qu'on appelle les cas, donc c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, hein, le nombre de résultats par des tests PCR. Vous voyez ici la première petite bosse qui est en fait le pic de l'épidémie. Donc il y a la plus petite finalement des bosses sur le graphique. La deuxième qui est ce qu'on appelle la deuxième vague, troisième vague, et actuellement on serait dans une quatrième vague. Mais comme je vous ai dit, on ne peut pas assimiler des cas, des résultats de tests PCR qui sont cumulés, hein, et qui correspondent pas du tout à des malades qui sont des personnes qui sont actuellement malades ou qui vont forcément être contagieux. Ça peut être aussi des personnes guéries ou des personnes qui ne seront jamais malades, qui ne contamineront jamais personne. Et donc là-dedans, s'il y en a certains qui sont allés faire 10 tests PCR, ils sont comptés 10 fois. Donc si on regarde plutôt ce schéma, qui est celui du nombre de décès en France, donc là on voit bien qu'on avait eu un pic qui était la première vague, et ici on appellerait ça plutôt une grosse deuxième vague, et là on serait actuellement dans ce qu'ils disent une quatrième vague, qui est encore petite, hein, quatrième. Alors aussi une remarque sur ces supposés décès Covid, hein, c'est qu'il n'y a pas de tests qui sont effectués post-mortem. Donc c'est-à-dire que si votre grand-mère qui a 90 ans meurt alors qu'elle toussait et qu'elle avait un cancer, on va dire, on va potentiellement le compter là-dedans. Il faut savoir que la plupart des cas qui ont été comptés dans la première vague ont été comptés avant même qu'on isole le virus. Sachant que
de toute façon, on ne peut même pas encore considérer actuellement que le virus ou la cause de cette maladie est isolée, ni même qu'elle est unique. Il suffit de regarder le nombre de cas de grippe qu'il y a eu cette année, il n'y en a pas eu. Donc les grippes ont été comptées là-dedans, quoi. Donc voilà, j'ai fait le tour pour cette première petite vidéo. Bon, c'était un petit peu fouillis. J'ai dit, pour ceux qui ont cherché un peu, c'était que des évidences, des choses déjà connues. Je vous ferai la prochaine vidéo pour parler de la médecine par les ondes, thérapie ondulatoire. Je vous parlerai un petit peu de Medbed, de médecine interdite, donc des machines qui avaient été conçues, notamment celle de Prieuré, pour soigner le cancer. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en bas de la vidéo ou dans mon article. Comme ça, je pourrais mettre à jour l'article en fonction de en fonction de vos questions ou vos remarques. Et si vous avez des points que vous souhaitez qu'on aborde plus en détail, hein, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes, par exemple sur les travaux de Béchamp ou sur ce qui s'appelle les microzymes. Donc merci à tous, hein, je referai une vidéo assez rapidement. Là j'avais beaucoup attendu entre les autres, j'ai beaucoup de choses à préparer et puis je voulais quand même avoir quelque chose de conséquent sur la médecine. Et finalement j'en ai beaucoup plus que prévu. Merci, à bientôt.